Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Il met fin au combat de la Première Guerre mondiale. Mais le traité de paix reste à conclure entre les États alliés et les empires centraux. Depuis le début de la guerre, certains vivent dans l'espoir que la paix sera signée au château de Versailles. Ce souhait naît d'une seule volonté, laver l'affront de la proclamation de l'Empire allemand, annoncée 48 ans plus tôt dans la Galerie des Glaces. Pierre de Nolhac, conservateur au château, fait partie de ceux qui espèrent voir les dignitaires allemands signer la paix au château de Versailles. Dès 1914, l'abbé Wetterlé, au nom de l'Alsace, avait désigné le château de Versailles pour y signer la paix. Nous avions vécu dans cette espérance. Au début de l'année 1919, ces espoirs se concrétisent. La signature du traité de paix aura bien lieu dans la Galerie des Glaces. Entre 1914 et 1918, le château de Versailles a vécu à l'heure de la guerre. La mobilisation générale a entraîné le départ au front d'une majorité des gardiens, jardiniers et fontainiers, et le château a souffert d'un manque d'entretien. En prévision de l'événement, Benjamin Chaussemiche, architecte en chef du château, coordonne sa remise en état. Au printemps 19, il présente au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts l'étendue des travaux à mener. Tout doit soigneusement être remis en état. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il est devenu nécessaire, avant toute installation, de procéder d'urgence à des nettoyages et à la remise en état préalable de beaucoup de parties de ce palais laissant à désirer. Dans le même temps, Pierre de Nolhac reçoit l'indication de procéder à une fermeture totale du musée et permettre la préparation du château. Afin de ne pas priver le public, le conservateur réussira néanmoins à faire accepter une fermeture partielle. Je vous demande de bien vouloir me faire autoriser à laisser ouvert le reste des appartements et du musée, où le public français et étranger, en cette saison surtout, est extrêmement nombreux. Une fois le château de Versailles choisi comme lieu de signature du traité de paix, le conseil interallié s'installe durant 6 mois à proximité du domaine, à l'hôtel Trianon Palace. Les pourparlers sur les conditions de paix se déroulent dans l'hôtel, au cœur de la ville de Versailles, devenu centre de coordination militaire. Dans la nuit du 27 juin, Johannes Bell et Hermann Müller rejoignent leur délégation à Versailles. Logés à proximité du château, à l'hôtel des Réservoirs, ils peuvent jouir d'une partie du domaine, autour du bassin de Neptune et jusqu'à l'allée d'eau. Par les grilles fermées, le promeneur pouvait aisément apercevoir les représentants allemands se promener dans le parc, ce qui ne tarda pas à mécontenter l'opinion publique et amena à la réduction de ce périmètre. Le 24 juin, 4 jours avant la signature, les délégués allemands acceptent les conditions de paix. Dans l'après-midi, les 4 représentants des puissances alliées, Clemenceau, Wilson, Balfour et Sonnino, visitent les installations au château sous la conduite de Pierre de Nolhac. Tout est prêt pour cet acte historique. Des cabines téléphoniques ont même été installées dans l'aile du Midi afin de permettre une diffusion internationale instantanée de l'événement. Pour l'occasion, décorations et drapeaux de fin de guerre ont été retirés. Une journée symbolique se prépare et la Galerie des Glaces est déjà prête pour la signature. Sur le parquet ciré, on a déroulé 24 tapis de la Savonnerie, prêtés pour l'occasion par le mobilier national et cousus bord à bord. De part et d'autre de la galerie ont été disposées des banquettes. Les journalistes seront assis du côté du salon de la guerre et les invités du côté du salon de la paix. Dans la partie centrale, une longue table en fer à cheval et quelques 200 chaises. C'est là que les signataires s'installeront, face au jardin. Face à la table centrale, un bureau plat d'époque Louis XV attend de recevoir le traité de paix. La Galerie des Glaces est fin prête pour accueillir les acteurs de l'un des événements majeurs de l'histoire du XXe siècle. Le 28 juin 1919, la ville de Versailles est métamorphosée, bouclée par les services d'ordre. La liesse populaire a envahi les abords du château et sur la place d'Armes, une foule de curieux attend l'arrivée des plénipotentiaires, encadrés par la garde républicaine. Des centaines de cavaliers forment une haie d'honneur, de la place d'Armes à la cour d'honneur. À 13h45, les premières voitures passent la grille d'honneur. S'ensuit un véritable ballet d'automobiles. La garde républicaine présente les honneurs aux plénipotentiaires alliés. À 14h10, des acclamations se font entendre. Georges Clemenceau, président du Conseil des ministres, descend de voiture. Les journalistes l'aperçoivent glisser un mot à l'oreille d'un huissier. Quelques secondes plus tard, la caméra surprend 2 tapissiers s'afférant à dérouler le tapis sur les marches. Voilà une négligence bien vite corrigée. À 14h50, le Premier ministre anglais, David Lloyd George, arrive à son tour, suivi de Woodrow Wilson. Les Alliés entrent par le vestibule de l'escalier de la Reine, traversent l'appartement de la Reine et s'installent dans la Galerie des Glaces. De l'autre côté du château, à 14h40,
Johannes Bell et Hermann Müller quittent l'hôtel des Réservoirs et sont conduits en voiture à travers des jardins déserts. Au pied du château, ils se dirigent vers le grand cabinet de Madame Victoire, situé sous le salon de la guerre. Là les y attend Pierre de Nolhac. Je pris la tête du petit cortège et l'acheminai par des salons qu'on dut trouver interminables, à l'escalier de marbre où les gardes républicains faisaient la haie sur les marches. Je n'oublierai jamais l'ordre donné à notre approche et répété de salle en salle à mesure que nous avancions, et le bruit que fait l'acier en rentrant au fourreau. C'était pour quelques instants encore l'ennemi qui passait et le vaincu, et je voyais dans les yeux d'Hermann Müller se former des larmes qu'il ne pouvait dissimuler. À 15h10, ils pénètrent dans la galerie par le salon de la paix, sous les yeux des signataires alliés déjà assis. Le silence seul accompagne le bruit de leurs pas. Rarement la grande galerie n'a vu autant de monde siéger entre ses murs. À son arrivée, Georges Clemenceau, qui avait exigé la présence de 5 gueules cassées, se dirige directement vers elle, négligeant les officiels sur son passage. Sur le bureau, le traité de paix. La fragilité des seaux de cire le rend intransportable. Il a donc été décidé de ne pas le présenter aux signataires. Chacun a consenti à venir apposer sa signature directement à la table. Georges Clemenceau ouvre la séance. J'ai l'honneur d'inviter les plénipotentiaires allemands à vouloir bien venir donner leur signature. Les représentants allemands se lèvent et traversent une galerie des glaces silencieuse. Hermann Müller signe, puis Johannes Bell. Une fois les dignitaires allemands assis, le président Wilson se lève et se dirige à son tour vers le bureau, puis Lloyd George. Tous s'assoient au bureau, sauf Georges Clemenceau, qui signera le traité de paix, debout, face au bureau. Ce moment historique est capturé en images par André Dantan, opérateur cinématographique pour le compte du ministère de l'Armée. Il est l'un des seuls à immortaliser la signature du traité de paix. M'ont donné l'impression d'être très impressionné par la présence des mutilés français qui étaient assis devant la table de la signature. Je tournais à la main, j'avais un appareil pâté dont j'avais pris les précautions de prendre un pied assez haut, c'est-à-dire un pied de studio Gaumont, qui n'allait pas avec l'appareil pâté, mais enfin le système allait quand même. Et je pouvais donc avoir la possibilité de passer au-dessus des personnes qui étaient assez près de la caméra. Je tenais tout de même à avoir une partie du discours de Clemenceau. En muet? En muet, bien entendu. Je tenais tout au moins à avoir son image, l'image lorsqu'il faisait son discours. Et je n'ai pas osé tourner trop tôt avant la fin, parce qu'il était susceptible de me faire mettre à la porte. Pourquoi? C'était un petit peu malgré lui que j'étais là. Ah bon, il n'aimait pas les témoins pas de votre genre? Oui. Alors vous l'avez tout de même tourné? Alors je l'ai donc tourné à la fin de son discours. Mais il a dû entendre que ça faisait un bruit d'enfer, les Oui, appareils. puisque, bien entendu, j'ai eu droit à un petit coup d'œil de sa part vers moi, et je me demandais ce qu'il allait faire, et mon Dieu, il m'a laissé. À 15h55, le dernier signataire regagne sa place. Aussitôt, au dehors, les canons éclatent, l'eau jaillit des fontaines du parc. Le traité de paix est officiellement signé. Les plénipotentiaires allemands quittent les premiers le château par les jardins, où ils rejoignent leur voiture. Sur leur passage, la foule qui a envahi la terrasse reste muette. Quelques instants plus tard, on se précipite au pied des marches pour acclamer Clemenceau, Wilson et Lloyd George. Encensés par le public, ils regagnent leurs automobiles et quittent les jardins. Des jours durant, la foule se presse au château pour visiter le lieu de la signature historique. Quelques mois avant la signature, le maire de Versailles, Henri Simon, avait effectivement sollicité Georges Clemenceau. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien donner des ordres pour que la galerie des glaces, la table du traité et les autres installations de ce grand événement puissent être visitées pendant quelques jours par le public. Favorable à cette requête, le gouvernement accepte. Il sera très facile, en ce qui concerne votre service, de donner satisfaction à monsieur le maire de Versailles. Écrit Pierre de Nolhac. La signature du traité de paix a amené l'attention publique sur le château de Versailles, le replaçant sur le devant de la scène politique et culturelle internationale. Demain, Versailles sera retombé dans son silence. Mais il y a désormais une paix de Versailles, qui est un phare sur le monde.